Salut à tous, troisième vidéo sur Log4j et Log4Shell. Cette fois-ci on va faire une petite démonstration en exploitant de façon simple cette vulnérabilité. Pour ceux qui connaissent pas Log4Shell, je vous invite à aller voir la première des vidéos dans laquelle j'explique très rapidement quel est le principe. Pour tous les autres, si jamais vous n'avez pas énormément de connaissances techniques, c'est pas grave, vous pouvez rester. Je vais essayer de vulgariser ça au maximum. C'est parti. Alors la première des choses à faire si on veut tester ces exploits, c'est de savoir où trouver les preuves de concept si on n'est pas capable de les développer soi-même. Et donc pour celle-ci, je suis allé chercher sur un site qui est extrêmement connu, je vous présente l'exploit.db. C'est un site qui regorge de scripts et de méthodologies pour mener à bien vos attaques. Et si on cherche celui qui nous intéresse aujourd'hui, on a toutes les chances de le trouver. Voilà, parfait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus grosse des vulnérabilités, c'est-à-dire la 44228 qui nous permet de faire de l'exécution de code à distance. Sur cette page, vous allez retrouver le script en Python qui va vous permettre de mener à bien l'attaque. Vous inquiétez pas, on va pas aller lire tout le code pour voir exactement ce qu'il fait. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ici, j'ai une adresse GitHub d'où vient cette preuve de concept. Et si on regarde un petit peu tout ce qui se trouve à l'intérieur, on se rend compte qu'en fait, on a absolument tout ce dont on a besoin pour tester cette preuve de concept. On a même des petites vidéos qui nous montrent comment ça marche. Ici, on a toutes les procédures d'installation, les procédures pour lancer l'exploit. On nous fournit même une application déjà vulnérable. Et puis tout en bas, quelque chose qui m'intéresse pas mal, c'est a priori un outil pour tester la vulnérabilité. Allez, c'est parti, on va installer notre labo. Hop, moi j'ai lancé mon Kali Linux. Vous pouvez tester ça bien sûr sur n'importe lequel des Linux, voire même sur Windows, j'en suis certain. On va créer un répertoire pour stocker tout ça. Ici on a le choix, soit on clone le dépôt Git directement, soit on télécharge la version zip, parfait. Et tant qu'on y est, on va aussi télécharger le SDK Java qui se trouve juste ici. Alors on nous dit de faire attention et de bien prendre la 8.20. Alors oui, il vous faudra créer un compte sur le site d'Oracle, plus qu'à l'extraire. Attention à la petite note sur le nom du SDK, il faut que ce soit très exactement 8.0-20 et ce dossier-là doit se trouver à la racine de l'endroit où vous avez stocké la preuve de concept. Avant d'aller plus loin, on va reprendre le schéma qu'on avait utilisé dans la toute première vidéo pour expliquer le principe d'exploitation. Et on va voir comment est-ce que cette preuve de concept arrive à simuler un environnement d'attaque et l'attaque elle-même. Donc si vous vous souvenez bien, on avait le serveur vulnérable qui va se faire attaquer, l'attaquant avec sa machine, et le serveur LDAP qui va lui servir à héberger le code malveillant. Et donc, notre preuve de concept, le serveur Log4j, elle va le simuler avec un container Docker. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste une application ou un serveur qu'on va lancer sur notre machine. Le serveur LDAP de l'attaquant, il va être simulé par notre script, et d'ailleurs il fera à la fois serveur LDAP et serveur HTTP. On y reviendra tout à l'heure. Et la machine de l'attaquant, ça sera tout simplement notre machine d'attaque. Pour réaliser l'attaque, notre machine doit envoyer une requête HTTP jusqu'au serveur Log4j avec l'injection dont on a déjà parlé. Le serveur Log4j va envoyer la requête LDAP jusqu'à notre serveur à nous. Notre serveur LDAP va lui renvoyer le bout de code malveillant. Ça va être exécuté sur le serveur. Et une connexion va être renvoyée jusqu'à notre machine attaquante. Alors avant de se lancer directement dans l'exploitation de la vulnérabilité, pour voir si l'application qu'on nous a donnée est réellement vulnérable, et au passage on va essayer l'outil de test de vulnérabilité. Déjà pour démarrer l'application vulnérable, on nous dit qu'il faut utiliser ces commandes là avec Docker. La première commande va nous permettre de télécharger l'image Docker de l'application vulnérable, et ensuite donc avec la deuxième commande, on va lancer cette image et lancer notre serveur vulnérable. Ok, impeccable. Pour vérifier si ça a marché ou pas, on nous indique qu'on peut aller consulter l'application en ouvrant un navigateur et en y accédant directement. On va faire ça tout de suite. Localhost port 8080. En fait, c'est une petite application web toute sympa. Ce qui nous intéresse le plus ici, ça va être les deux champs qu'on a ici. Là, en fait, c'est en train de simuler une application vulnérable. Et cette application-là, quand je vais me loguer, quand je vais rentrer mon mot de passe et mon nom d'utilisateur ici, en fait, ce que j'écris ici, ça va être enregistré dans la requête HTTP qui va ensuite être envoyée au serveur. Donc si je reviens sur mon schéma, vous comprenez bien que ce que je rentre dans les champs login et mot de passe, en fait ça va se retrouver ici, à cet endroit. Et c'est ça qui va être envoyé à mon serveur vulnérable et qui va déclencher la vulnérabilité. Ok, donc là c'est le bon moment pour aller tester notre outil de test. Je reviens sur mon outil en ligne pour tester la vulnérabilité. Et ici vous voyez, on nous donne deux requêtes générées automatiquement. Vous en avez une pour le LDAP et une pour le DNS. Ces deux requêtes là, vous voyez qu'elles ont le préfixe qui nous intéresse, donc le JNDI, la fonction qui est vulnérable. Donc je vais copier cette requête LDAP et je vais aller mettre ça dans les champs de l'application qu'on vient de voir. Hop. Et si j'envoie ça, alors là oui ok ça bug sur l'application, on s'en fout. Si je reviens sur mon outil de test, vous voyez en fait il nous recense toutes les requêtes qu'il a reçues et il nous indique que l'application est bien vulnérable. Donc il a reçu des requêtes DNS et la requête LDAP qu'on a envoyée. Et vous voyez là il nous dit qu'on a, on a bien envoyé une requête GET HTTP et donc il faut patcher ça tout de suite. Donc là ce qui vient de se passer si on retourne sur notre schéma, c'est qu'on a envoyé cette requête ici en mettant notre injection GNDI et le serveur est directement allé contacter cet outil qui est en ligne et grâce à ça l'outil a su que notre serveur était vulnérable. Allez, fini de rigoler, on va lancer la démo tout de suite et on va voir en combien de temps est-ce qu'on arrive à accéder à ce serveur. Pour commencer, je vais relancer mon petit serveur Docker pour avoir l'application qui tourne en fond. Voilà, ça c'est bon. Et ici, je vais lancer le script directement en gardant exactement les mêmes informations que ce qu'il y a dans la procédure, ça fonctionne très bien.
On rentre l'adresse IP de notre machine, dans ce cas-là, c'est le localhost. On donne le port du serveur web qui est à côté de notre serveur LDAP, je vous expliquerai ça juste après. On garde le port 8000. Et ici, on spécifie le local port qu'on va garder à 9001. Là, on vient de lancer déjà le script et on voit qu'il a réussi à créer son exploit Java, qu'il a réussi à lancer le serveur LDAP. Il nous dit qu'il est en attente de requête. Donc, ça veut dire que notre serveur LDAP est prêt à recevoir la requête et à renvoyer le code malveillant. Et ici, le script nous donne même la syntaxe de la requête GNDI qu'on doit envoyer pour déclencher l'exploitation. Mais avant de faire ça, il nous manque quand même quelque chose. Si vous vous souvenez bien dans mon schéma, ici, on a dit qu'à la fin, le serveur avec le log4j vulnérable allait envoyer une demande de connexion jusqu'à la machine de l'attaquant avec un reverse shell. Et pour vulgariser ça, ça veut dire que nous, sur notre machine, on a besoin de se mettre à l'écoute de cette connexion pour pouvoir la recevoir. Si jamais on n'ouvre rien, il va rien se passer. C'est pour ça que dans la procédure, si vous la suivez de haut en bas, on vous dit de lancer netcat justement sur le port 9001 qu'on a spécifié un petit peu plus haut ici dans le local port et qui va nous permettre de réceptionner toutes les demandes de connexion de notre code malveillant, de notre reverse shell. Ok, donc là tout est prêt. La seule chose qui nous reste à faire, c'est prendre cette requête GNDI et à l'injecter dans l'application qui va faire la requête HTTP. Vous vous souvenez, on a dit que c'était à cet endroit-là qu'on pouvait faire l'injection. Je clique sur Login. Si on revient dans notre terminal, première chose qu'on remarque déjà, c'est que notre serveur LDAP a bien reçu une requête qui l'a renvoyée vers le serveur HTTP interne sur le port 8000 qu'on avait spécifié juste au-dessus. Et du coup, juste en dessous, si vous savez lire, vous voyez qu'il y a une connexion qui a été initiée depuis le serveur log4j jusqu'à notre machine attaquante. Et on va vérifier ça tout de suite. Parfait. Et si on vérifie avec ID pour voir quel utilisateur on est, ouais, ça fait mal. Putain. Bon là clairement, hein, ça vous pouvez le lancer en moins d'une minute. Directement vous atterrissez avec les privilèges super admin sur le serveur en question. C'est ultra dangereux. Donc là maintenant je suis root sur la machine. Si j'ai envie d'exploser l'intégralité du serveur, c'est possible. En 2 commandes, voilà. Bon, avant de terminer, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et qui démarrent en cybersécurité, je vous invite à aller regarder le code de cette preuve de concept. C'est un exercice qui est super sympa à faire, qui va vous permettre de progresser pas mal. Même si vous y connaissez pas grand chose, essayez quand même un petit peu de lire, de regarder où se trouvent les choses, essayez de détecter où est le bout de code qui déclenche le reverse shell, essayez de trouver l'endroit où on monte le serveur LDAP, où est monté le serveur HTTP. Quand vous tombez sur ce genre d'exploits qui sont vraiment très simples à réaliser, c'est toujours une bonne idée d'aller décomposer ça. Au final, c'est ça qui va vous faire progresser réellement. Et cette fois c'est bon, on a terminé avec Log4j et Log4Shell. Continuez à vous informer sur ce sujet. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va vraiment en entendre parler pendant encore très longtemps. Et je pense que vous pouvez le voir avec cette démonstration, c'est extrêmement facile et rapide à faire. Donc si c'est pas déjà fait, essayez d'avertir un maximum de gens et faites attention à vous. Allez, ciao!